En France, en ce moment, il y a une proposition fiscale qui enflamme le débat public, mais aussi le débat politique, comme rarement on a vu. Elle met face à face deux visions du monde, vraiment, deux conceptions de l'économie. Elle pourrait complètement redéfinir la manière dont les plus grandes fortunes contribuent. C'est la fameuse et controversée taxe Zuckman. Alors, au cœur de tout ça, il y a son architecte, l'économiste Gabriel Zuckman. Pour lui, l'argument est assez direct. Si on veut redresser les finances publiques et restaurer une forme d'équité, eh bien, il faut que les plus riches contribuent à un niveau juste. Il voit ça comme une question de justice sociale, bien sûr, mais aussi de pure responsabilité budgétaire. Mais juste en face, la réaction du monde des affaires est, disons, frontale. Pour des figures comme Pierre Gattaz, c'est simple, c'est une hérésie. Une folie qui ferait fuir ce qu'il appelle les locomotives du pays, autrement dit les grandes fortunes, qui, selon cette vision, créent des centaines de milliers d'emplois. Le décor est planté, le conflit est là. Bon, avec une opposition aussi tranchée, c'est crucial de comprendre de quoi on parle exactement. Alors, en quoi consiste cette proposition concrètement ? En fait, ce n'est pas un impôt sur la fortune classique. Il faut plutôt le voir comme un mécanisme de remise à niveau. L'idée, c'est de créer un seuil minimal, un impôt plancher. Le but, contrer les stratégies d'optimisation fiscale qui permettent à certains de payer finalement très peu d'impôts, alors même qu'ils possèdent une richesse immense. Le mécanisme en lui-même est assez simple. Il se fait en 3 étapes. D'abord, on calcule ce que représente 2% de la valeur du patrimoine total de la personne. Ensuite, on fait la somme de tout ce que cette personne a déjà payé en impôts personnels sur l'année. Et si ce total est plus bas que les 2% calculés au début, eh bien la personne doit payer la différence à l'État. C'est pour ça qu'on parle d'un impôt différentiel. Et alors, qui ça concernerait ? Eh bien, la mesure est extrêmement ciblée. On parle d'à peu près 1800 foyers fiscaux en France. Qui sont-ils ? Ceux dont le patrimoine net dépasse les 100 millions d'euros. C'est une toute petite fraction de la population, c'est vrai, mais c'est une fraction dont la fortune cumulée est, elle, absolument colossale. Ok, maintenant que le mécanisme est un peu plus clair, penchons-nous sur la philosophie derrière tout ça. Pourquoi les partisans de cette taxe parlent-ils de justice fiscale ? Quel est leur argument principal ? Le problème de fond pour les défenseurs de la taxe, c'est un paradoxe qui est assez frappant. Le système fiscal français serait, au sommet de la pyramide, régressif. Des études, notamment de l'Observatoire européen de la fiscalité, montrent que les milliardaires payent une part de leurs revenus en impôts qui est bien plus faible que celle de la classe moyenne. Mais comment c'est possible ? En fait, le mécanisme principal, c'est le recours au holding familial. Pour faire simple, les dividendes des entreprises, comme LVMH par exemple, ne sont pas versés directement à la personne, mais à sa holding. Et tant que cet argent reste dans la structure, il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a l'argument de poids, bien sûr, l'argent. Gabriel Zuckman estime que cette taxe pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Une somme qui est présentée comme essentielle pour financer les services publics, la transition écologique ou encore pour réduire le déficit, surtout dans le contexte actuel de finances publiques très tendues. Mais évidemment, ces 20 milliards potentiels et cette quête de justice ont un coût selon les opposants. Pour eux, ce n'est pas du tout un rééquilibrage, mais plutôt un pari économique très très risqué. D'ailleurs, le tout premier point de friction, c'est justement ce chiffre des recettes. Les opposants, en s'appuyant sur un rapport du Sénat, disent que les 20 milliards, c'est complètement fantasiste. Ils estiment qu'une fois qu'on prend en compte l'impôt sur les sociétés qui est déjà payé par les entreprises, le rendement réel serait beaucoup plus faible. On parle de 2 à 5 milliards, pas plus. Et c'est là qu'on touche au cœur de la critique la plus virulente. Parce que contrairement aux anciens impôts sur la fortune, cette taxe, elle, inclurait l'outil de travail, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise elle-même. Et ça, c'est un changement radical qui inquiète énormément le monde entrepreneurial. L'exemple qui revient tout le temps pour illustrer ça, c'est celui de Mistral AI. C'est le fleuron de l'IA française. La start-up est valorisée à des milliards, mais elle ne fait pas de bénéfices pour l'instant. Ses fondateurs, dont le patrimoine est quasi exclusivement composé d'actions de leur propre boîte, devraient payer des dizaines de millions d'euros d'impôts. Ce qui, selon les critiques, pourrait les forcer à vendre une partie de leur capital pour payer. Et au-delà de ces cas particuliers, les critiques dressent un tableau assez sombre, un scénario un peu catastrophe. Ils craignaient un effet domino. La taxe provoquerait une fuite des capitaux, ce qui freinerait l'investissement, l'innovation. D'un point de vue juridique, ils pensent qu'elle pourrait être jugée confiscatoire et donc annulée. Et puis il y a le casse-tête pratique. Comment évaluer précisément des actifs complexes, des entreprises non cotées, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce débat, il n'est pas que franco-français. Loin de là. En fait, il reflète une division qui est en train de grandir au niveau international sur la meilleure manière de taxer les ultra-riches. Si on regarde juste en France, on voit que l'imposition de la fortune a une histoire mouvementée. L'impôt sur les grandes fortunes de 82 et puis l'ISF qui l'a suivi ont toujours dans une large mesure exclu l'outil de travail. La proposition Zuckman vient rompre avec cette tradition et c'est en grande partie pour ça que le débat est aussi vif.
Et si on dézoome à l'échelle mondiale, les lignes de fracture sont très claires. Le Brésil, qui présidait récemment le G20, a vraiment poussé le sujet sur la table, avec le soutien de la France et de l'Espagne. Mais d'autres grandes puissances sont beaucoup plus froides. Les États-Unis, par exemple, préfèrent des solutions maison, tandis que l'Allemagne s'y oppose fermement, principalement par peur, justement, de la fuite des capitaux. Finalement, la taxe Zuckman nous pose une question fondamentale. Est-ce que c'est une mesure de bon sens, une correction nécessaire pour réduire les inégalités du XXIe siècle et restaurer la justice fiscale, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée, une expérience risquée qui pourrait freiner l'investissement, pénaliser les entrepreneurs et, à la fin, affaiblir l'économie? Le débat, lui, est très loin d'être terminé.